africa1.com, rubrique Le Grand Débat. Le Grand Débat avec Francis Lalongo. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le Grand Débat. Merci d'être avec nous. Le Grand Débat, c'est votre rendez-vous de l'information sur Africa numéro 1 pour mieux comprendre les grands faits de l'actualité en France, en Afrique et dans le monde. Un numéro de téléphone pour nous joindre, le 01 55 07 58 00 depuis la France ou le 00 33 1 55 07 58 00 depuis d'autres pays dans le monde. L'émission est en direct jusqu'à 19h20 heure de Paris. Vous pouvez bien sûr intervenir en direct comme d'habitude sur notre page Facebook, facebook.com/le Grand Débat. Africa numéro 1, le Grand Débat. Francis Lalongo. Dans le Grand Débat aujourd'hui, les sources du déficit démocratique en Afrique. Près de 30 ans après le début d'un processus de démocratisation en Afrique subsaharienne, certains régimes semblent toujours réfractaires à cette évolution de l'histoire politique du continent. Fraude électorale, manipulation de la Constitution, intimidation des opposants et violence d'État. Tels sont, entre autres, les moyens utilisés par ces régimes pour engager une sorte de résistance, une manière de résistance aux luttes des populations pour l'avènement d'un renouveau démocratique. Au Togo, en RD Congo, au Tchad, au Gabon ou encore en Guinée équatoriale, ce refus de pouvoir à s'adapter au cours de l'histoire renvoie à l'opinion un spectacle d'un autre âge, celui des nouvelles dictatures, incapables d'ailleurs de s'assumer comme telles et souvent désignées sous le vocable de démocrature. Quelles sont donc les sources des déficits démocratiques dans ces pays et de quels moyens disposent les populations pour vaincre la fatalité, selon les mots d'un acteur politique béninois en 1990, à l'heure des conférences nationales qui ont ouvert la voie au processus de démocratisation. Analyse et explication avec nos invités dans ce grand débat. L'émission est réalisée par Valentin Blanc. Africa numéro 1, le Grand Débat. C'est également sur facebook.com/le Grand Débat. Nos amicales salutations à tous ceux qui nous écoutent aux quatre coins du monde, en Europe, en Afrique, aux Amériques. Mention spéciale à ceux qui nous écoutent aujourd'hui à Lomé, à Libreville, à Gao, Lubumbashi, Cotonou, Washington DC ou encore à Douala. Et bienvenue à nos nouveaux amis sur Facebook et toujours et encore une pensée forte à nos amis du Burundi. Le Grand Débat, analyse, décryptage, gueule, commentaires. Le Grand Débat sur Africa numéro 1. Alors pourquoi le train de la démocratie arrive à l'heure dans certains pays d'Afrique alors que sous d'autres cieux, les populations attendent encore sur le quai un improbable renouveau démocratique? Pour en parler avec nous, nous recevons Laurence Dong. Bonsoir. Bonsoir Francis. Laurence Dong, vous êtes membre de l'association Tourne la page, vous êtes membre de la société civile gabonaise, militante en faveur de l'alternance en Afrique. Vous êtes l'auteur de Gabon, pourquoi j'accuse, aux éditions L'Harmattan. Merci d'être là. Irénée Josias Agossa, bonsoir. Bonsoir Francis. Irénée Josias Agossa, vous êtes présidente de la formation politique béninoise, le Nationaliste, ancien membre de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication au Bénin, ancien directeur général de la Société nationale de commercialisation des produits pétroliers, la Sonacop. Merci d'être là. Nous sommes en compagnie également de Philippe Mpaïmana. Bonsoir. Bonsoir. Philippe Mpaïmana, vous êtes, on va raccourcir, hein, vous avez été candidat à la dernière élection présidentielle au Rwanda. Vous êtes un acteur politique rwandais, donc. Oui. Merci d'être avec nous. La première question pour vous tous, hein, on va faire un tour de table. Alors, comment expliquer, je vais commencer avec vous, Irénée Agossa, comment vous expliquez que certains pays d'Afrique subsaharienne sont parvenus à consolider au cours des 25 dernières années des systèmes démocratiques, alors même que d'autres semblent piétiner ou carrément s'écarter de ce processus de démocratisation? D'abord, il faut dire que le processus démocratique, comme vous l'avez dit, c'est un processus. Donc, ça commence et ça prend du temps et chaque pays avait ses spécificités et ses réalités. Donc, il y a certains pays, très vite, ont pu s'adapter et se sont mis en route avec, bien sûr, les contraintes liées, bien sûr, à ce processus démocratique. Il y a d'autres qui, effectivement, ont pris le train en marche et qui, en fait, se sont dit qu'il fallait engager ce processus, mais se sont retrouvés tous dans une situation que je voulais qualifier de situation d'immaturité, de système qui prend le pouvoir. C'est quoi? Quand nous avons vu dans nos différents pays, je prends tous les pays et nous avons commencé par la conférence nationale, une manière pacifique de quitter un système dictatorial à un système démocratique. Mais tous ceux qui sont revenus au pouvoir après la conférence nationale étaient bien sûr dans le maquis ou bien dans l'opposition, dans un système d'opposition, mais qui ont fait des années d'opposition.
transition. 10 ans, des dizaines d'années. Enfin, dans la clandestinité parfois. Dans la clandestinité ou en exil. Donc, et qui ne connaissent pas totalement les rouages de gestion de l'État. Donc, ça a été le cas même en Afrique du Sud, avec Mandela, etc. Donc, les gens ne connaissent pas la gestion de l'État. Ils ne savent pas. Et les populations en ce temps étaient déjà dépassées par un système dictatorial qui a tout détruit, qui a tout démantelé dans le pays. Donc, les gens cherchaient là où, à quoi s'accrocher pour pouvoir maintenant susciter l'espoir. Les autres viennent au pouvoir après, bien sûr, ces conférences un peu partout au Gabon, au Togo, un peu partout, qui sont venus au pouvoir, mais les populations n'ont pas pu. Alors, pourquoi ces conférences nationales ont produit certains résultats à certains endroits et d'autres ailleurs, ça a plutôt débouché, je dirais, sur la restauration de l'ordre ancien. Très bien, c'est que dans d'autres systèmes, il y a eu une transition immédiatement à l'élection d'un autre gouvernement avec d'autres chefs d'État. Mais l'équipe là n'a pas satisfait entièrement le besoin du peuple. Et puis, parce qu'il fallait du temps. Et les autres aussi veulent s'adapter à un système. Du coup, tous les anciens se sont retrouvés et se sont structurés, puisque eux, ils étaient plus structurés avec le parti unique. Les élections qui ont suivi se sont carrément retrouvés au pouvoir, modifié toutes les constitutions et ont ramené le système en s'adaptant maintenant à un nouveau système, c'est-à-dire le système démocratique. Chez nous, nous avons eu Kérékou 1, Kérékou 2, Kérékou 3. Chez nous, c'est au Bénin. C'est au Bénin. Donc, au Togo, vous avez vu avec le président Yassine Bey, donc c'est rien passé là. C'est rien passé. Lui, s'est maintenu. Il a demandé, il a dit oui pour que c'est une bonne constitution. Après, il est revenu sur tout. Est-ce qu'on peut opérer le changement avec les mêmes hommes qui ont incarné la dictature pendant parfois 2 décennies, 3 décennies? C'est difficile. C'est très compliqué d'opérer une réelle mutation. Donc, en fait, ceux-là ne font que s'adapter. Ils s'adaptent et en fait... Ils font semblant de s'adapter. Ils font semblant de s'adapter. Donc, ils n'arrivent pas du tout à s'imposer et à pouvoir faire quelque chose de bien dans le système de production nationale. Mais il faut quoi? Il faut aller... L'autre faiblesse est quoi? C'est les institutions qui ont été mises en place après les conférences, c'est-à-dire après ces institutions ne sont pas aussi solides de manière à pouvoir dominer les individus. Donc nous avons un problème juste des institutions fortes qui pourront imposer le système démocratique. Elles peuvent être manipulées aux institutions. Ça n'a pas empêché parfois ce qu'on appelle des coups d'État constitutionnels. On peut aussi faire des coups d'État aux institutions. On peut faire des coups d'État aux institutions, je suis d'accord. Laurent Sondong, alors c'est vrai qu'on oppose souvent, alors je vais être volontairement schématique évidemment, et même caricatural, on oppose souvent les réussites démocratiques en Afrique de l'Ouest au déficit démocratique en Afrique centrale, alors même si évidemment les choses sont plus complexes que cela. Comment vous expliquez ce décalage qu'il y a entre ces deux régions du continent en matière d'avancée démocratique? C'est difficile à expliquer, comme l'a dit mon prédécesseur, c'est une affaire. Il y a chaque peuple a ses réalités, chaque pays a ses réalités. Il a beaucoup parlé du Bénin, mais en 1990, l'une des premières différences qu'on peut noter, c'est que la conférence nationale du Bénin était souveraine. C'est ça. Elle était souveraine, donc elle a pris des décisions qui se sont appliquées. Et de cette conférence nationale est sortie, l'opposition avait déjà pris la main au sortir de la conférence nationale. Le Premier ministre était issu de l'opposition. Ils sont rentrés tout de suite dans une phase de transition qui a amené l'alternance démocratique. Donc les choses se sont bien passées. Mais c'était la première... C'était un sorte de coup d'État soft avec le consentement de la victime, si on peut dire. Ce n'était pas un coup d'État. J'ai envie de dire plutôt que c'était une révolution citoyenne. Parce que là, les citoyens s'étaient exprimés et pour une fois, on avait entendu la volonté du peuple à travers cette conférence nationale souveraine. Et donc, c'était la première conférence nationale en Afrique en 90. Donc, elle a donné des idées aux autres. Qu'est-ce qui s'est passé au Gabon après? C'est que la conférence nationale du Gabon n'était pas souveraine. Elle n'était pas souveraine. Donc, elle était pilotée même par le chef de l'État. Elle était pilotée par le chef de l'État et au sortir de cette conférence nationale, c'est lui qui a encore nommé le Premier ministre. Donc en fait, on n'est pas rentré dans une période de transition. Vous voulez dire qu'il a organisé sa propre démocratie, si on peut dire, entre guillemets. Si on veut, il a organisé sa démocrature. Parce que comment on en arrive à 1990? On se souvient tous que c'est après le sommet France-Afrique, le discours de François Mitterrand de la Baule en 89 qui leur dit c'en est assez, il faut quand même
faire un pas vers la démocratie. Donc ça ne vient pas d'eux. C'est pas leur initiative. Donc, cela dit, il faut juste préciser, parce que souvent, d'ailleurs, on fait une confusion sur le plan historique quand on parle de la conférence de la Baule. La conférence nationale du Bénin, par exemple, a eu lieu plusieurs mois avant ce discours de la Baule. Justement, c'est pour ça que la conférence nationale du Bénin, on dit souvent que l'Union africaine, c'est un syndicat de chefs d'État, pour ne pas dire un syndicat de dictateurs pour certains. Donc, ils échangent aussi des procédés. Ils ont vu ce qui s'était passé au Bénin avant. Et je crois même que ce qui s'est passé au Bénin a incité le discours de la Baule. Pour dire, voilà, les peuples africains aujourd'hui veulent autre chose. Ils en ont marre de ces régimes de partis uniques qui nuisent au bon développement des pays. Donc, au sortir de là, les autres, plutôt que d'entrer vraiment dans le train de la démocratie, ils ont fabriqué des démocratures pour faire semblant, et c'est ce qui justifie qui explique d'après moi qu'on ne soit jamais entré dans de vraies démocraties, parce qu'ils n'en ont pas voulu dès le départ, et ils ont fabriqué des choses qui semblent ressembler à la démocratie mais qui n'en sont pas. Alors, est-ce qu'on peut dire que ces chefs d'État que vient d'évoquer à l'instant Laurence Ndong ont fabriqué des outils de résistance à ce processus finalement? Au début de l'émission, je parlais de fraude électorale, de manipulation de la Constitution et autres procédés d'intimidation des opposants, notamment des procédés finalement qui ont freiné dans ces pays, qui ont contrarié, je dirais, les avancées démocratiques. Oui, ils ont été suffisamment, je dirais, habiles, certains chefs d'État, parce que en voyant déjà la vague venir, ils ont anticipé. Ils ont anticipé pour dire nous faisons une ouverture. Et ils ont créé cette ouverture et fait croire à leur peuple que l'espoir existe et nous entrons dans un système démocratique. Donc ça vous permet de vous exprimer. Les opposants ont eu la chance de s'exprimer à travers un forum. On a dit tout de ce qu'on veut du pouvoir en place. Donc ils ont profité de cette occasion pour se vider. Et quand ils se sont vidés, et ça s'est calmé, et les anciens chefs, ceux-là, ils ont repris la main. Ils ont repris la main avec des institutions nouvelles, mais qu'ils maîtrisent à travers les hommes. Les hommes qu'ils ont mis, c'est leurs gars. Donc, ils ont juste intégré quelques-uns pour s'adapter au système. Mais très tôt, ils ont été rattrapés par leur comportement d'antan à travers des élections truquées. À travers des élections truquées, parce que en fait, en donnant la parole au peuple, en donnant le droit de vote encore aux électeurs, les électeurs se sont exprimés dans ces différents pays, mais les unes ont dit, n'ont pas révélé exactement ce qu'elles contenaient. Parce qu'il y a eu des systèmes qui... On n'a pas même inversé des résultats. On a inversé des résultats carrément, parce qu'ils étaient surpris là où maintenant ils se sont retrouvés encore face à une nouvelle résistance. Parce que aujourd'hui, ces peuples sont en déphasage total avec la manière dont cette forme de démocratie. Il y a un décalage entre les populations et ces gouvernements. Donc ce qui fait que ça crée un énorme problème de développement. Donc la pauvreté augmente. Nous sommes dans une situation où l'insécurité augmente, le problème de l'immigration. On parlera de ça tout à l'heure. Tous ces problèmes finissent par gangréner l'Afrique et fait qu'on ne perçoit pas encore l'espoir que l'Afrique doit susciter. Évidemment, ces systèmes ont coagulé, évidemment, tous ces problèmes que vous évoquez de cette manière. On va revenir tout à l'heure justement sur ce que vous évoquez, Laurence, dans cette démocrature. Parce que finalement, ces régimes dont nous parlons aujourd'hui ne sont plus réellement des dictatures. Ce sont des dictatures qui, un peu camouflées, je dirais, derrière des apparences démocratiques ou des institutions qui sont censées être démocratiques. On en parlera tout à l'heure. Mais je me tourne vers notre invité, Philippe Mpayimana. Vous êtes rwandais. Alors, qu'en est-il du Rwanda? Parce qu'on a cité certains pays, évidemment, qui sont des pays emblématiques de la thématique qui nous occupe aujourd'hui. On parlait du Togo, Laurence donc parlait du Gabon tout à l'heure, on peut évoquer le Tchad également, nous avons tout à l'heure un invité tchadien justement. Alors, comment vous qualifiez aujourd'hui le système politique dans votre pays, le Rwanda? Est-ce qu'on peut vraiment dire que le Rwanda est inscrit dans un processus de démocratisation, ou alors on a affaire à ce qu'on pourrait considérer comme une sorte d'autocratie parfaitement assumée par le président Kagame? Au Rwanda, c'est un peu comme ailleurs. En Afrique, d'ailleurs, j'aime bien votre sujet que vous l'avez placé même sur le plan mondial, se poser la question sur la démocratie dans le monde. Mais bon, puisque nous sommes en Afrique, nous hésitons sur l'Afrique et le Rwanda, il suit le même processus de démocratisation que les autres pays. Mais seulement, si nous analysons bien, c'est un long processus que chaque pays suit de sa façon.
Et le Rwanda, il suit le processus, comme la majorité des pays africains, où nous avons des étapes. C'est un peu, je vais d'ailleurs comparer avec l'histoire du pouvoir même sur la terre, où nous avons eu à passer le pouvoir divin à un pouvoir à l'homme. C'est-à-dire, il y a eu des royaumes, des pouvoirs. Il est toujours Dieu quand même, il est toujours présent. Oui, il est toujours présent, mais nous passons donc des périodes où le pouvoir pour l'homme africain était d'abord d'origine divine. Et là, nous voulons que c'est maintenant l'homme qui décide de qui doit le gouverner. L'homme se gouverne. Et alors, de ces périodes où l'homme africain a cette croyance, à aujourd'hui, tous les États africains n'ont pas suivi le même cheminement. Le Rwanda, il a suivi le même cheminement, comme vous avez évoqué la conférence de Rabord, et nous sommes passés de l'avant-colonisation à la colonisation et de la colonisation à la première période des années où c'était des pouvoirs après les indépendances, mais après les indépendances, c'était des putschistes, des putschs dans toute l'Afrique. Les partis uniques, un peu comme partout. Oui. Après c'était les partis uniques, et alors après 90, il fallait la démocratie. Le Rwanda, ce fut le cas, mais l'exception, c'est qu'il y a eu le génocide, une grande blessure. Et alors, qu'est-ce que le Rwanda il a un peu d'original? C'est que il veut donner une leçon aux autres pays, parce que il s'en sort après ses blessures, et il veut maintenant définir la démocratie par rapport à l'économie, à la réussite économique. D'accord. Voilà, c'est un peu ça où aujourd'hui on va se poser la question si est-ce qu'il est question de comment les citoyens se gouvernent, ou bien est-ce qu'il est question de comment le pays est géré. D'accord. Voilà, c'est un peu ça, et moi je suis là aussi pour... on va continuer donc à explorer cette thématique, les sources du déficit démocratique en Afrique. On essaiera de comprendre les causes qui empêchent évidemment certains pays évidemment d'accéder, de parachever ce processus de démocratisation engagé en Afrique au début des années 90. Ne partez pas, à tout de suite. Africa numéro 1, le grand débat. Africa, le grand débat avec Francis Laloupo. Les sources du déficit démocratique en Afrique, pour en parler avec nous, nos invités aujourd'hui, Laurent Sundong, membre de la société civile gabonaise, auteur de Gabon, pourquoi j'accuse, aux éditions L'Harmattan, et René Josias Agosset avec nous, président de la formation politique béninoise Le Nationaliste, et Philippe Mpayimana, ancien candidat à la présidentielle au Rwanda. Vous voulez réagir, René Agosset, au propos de Philippe Mpayimana, qui nous a dressé un tableau succinct, je dirais, pas complet évidemment, de cette exception rwandaise. Oui, enfin, le Rwanda présente une exception par rapport d'abord à son parcours, parce que le Rwanda sort d'un génocide et d'une guerre d'un génocide, et le Rwanda est à côté d'un pays qui a tellement de richesses et que le Rwanda est en train d'en profiter énormément. La RD Congo. La RDC. Donc, ça veut dire que la réussite économique rwandaise est à l'image du colon d'antan des années 50. Donc, aujourd'hui, c'est un pays africain qui est en train de piller les ressources d'un autre pays africain au vu et au su des Africains qui ne réagissent pas. Donc il faut respecter. Donc maintenant, pour appliquer cette norme dans les autres pays où le Bénin, par exemple, à côté du Nigeria, ne pourra jamais exploiter les ressources du Nigeria de cette manière, donc il ne peut pas s'en sortir. Donc je ne vois pas comment on peut tricher le Rwanda dans une réussite. Vous voulez dire que le Rwanda réussit aux dépens de ses voisins? Mais aux dépens de voisins, et tous les autres pays qui veulent aujourd'hui aller dans le sens du Rwanda sont en train de mettre en gestation une dictature pure et simple. Parce que quand vous venez dans le contexte des autres pays et vous voulez imaginer un système rwandais où vous n'avez pas un pays comme la RDC à côté, donc et vous prenez des mesures que le Rwanda prend pour réussir, mais vous vous retrouvez sans ressources. Vous vous retrouvez sans ressources parce que vous n'en avez pas et vous ne pouvez pas réagir. Donc ça veut dire simplement que l'exception du Rwanda doit être circonscrite et bien perçue
comme en fait un autre fléau dans le cadre de la coopération sud-sudaine. Vous voulez dire que ce que fait le Rwanda en RDC, si ça avait été un pays occidental, on aurait crié au colonialisme? On aurait crié au colonialisme, on aurait crié énormément, et ça serait pire, c'est même de l'envahissement. C'est pour ne pas nous écarter du sujet. Alors on va revenir au sujet, mais je reprécise parce qu'il s'agit des pays voisins, et il s'agit donc de l'exploitation aussi de la main-d'œuvre. Si un pays, il y a des Rwandais qui travaillent au Congo, que ça enrichit le Rwanda, bon. Sincèrement, ce qui importe pour un pays, c'est qu'il avance et qu'il puisse aussi se gérer démocratiquement. Et vous allez voir que l'observation extérieure de ces relations que vous appelez exploitation, ça n'en est pas une. Et tout simplement, le Rwanda a passé un moment où il y avait donc ils sont encore beaucoup de Rwandais au Congo, comme même il y a des Congolais au Rwanda, et le transfert des revenus peut enrichir. Ce n'est pas basé sur des accords économiques. Ah bon, d'accord. Mais oui, ce qui compte, je vous assure, non, ça s'appelle de l'extension de ressources. Regardons la gestion. Juste une question avant de laisser parler Laurent Zondong. Vous avez été candidat à la dernière présidentielle au Rwanda. Vous étiez un opposant à Paul Kagame, ou vous étiez juste un contributeur à cette présidentielle? Oui, j'étais un opposant, et il est vrai qu'il y a quelques points où on se rejoint. Par exemple, c'est sur ce que nous sommes en train de discuter sur la démocratie en Afrique. Nous avons un exemple à donner sur le plan africain à partir du Rwanda. Nous avons un même regard sur comment développer un pays, comment le gouverner. Et il y a d'autres où à l'intérieur toutes les oppositions ont leur place aujourd'hui dans le contexte politique. Non, à l'intérieur de notre pays, il y a beaucoup de points où j'ai la particularité, ce qui m'a fait même justement m'opposer à lui. Et bon, on est en train de parler de la démocratie, et je précise que la notion de liberté d'expression, la notion de se gouverner, avoir l'obligation et la responsabilité de se présenter candidat dans son pays, au Rwanda, il y avait une lacune. C'est ça que j'ai porté, et il en faut pour toute l'Afrique. Il y a beaucoup d'Africains qui débattent seulement et qui critiquent, mais qui n'osent pas. Certains ont été exclus du jeu politique quand même dans votre pays. Laurent Zondong. Oui, tout à l'heure, Philippe Païmana disait qu'un pays, l'essentiel pour un pays, c'est qu'il se développe. Non, un pays n'a pas le droit de se développer au détriment d'autres pays. Et quand nous parlons des rapports du Rwanda et la RDC, c'est au-delà des mouvements migratoires, c'est au-delà des uns qui travaillent chez les autres. Aujourd'hui, le Rwanda est considéré comme un pays exportateur de coltan. Le coltan n'existe pas sur votre sol. C'est un coltan qui est pris en RDC sans rien reverser au pays, si ce n'est le soutien à la dictature de Kabila. Excusez-moi, je dois résumer les rapports économiques entre le Rwanda et le Congo. Le Rwanda, c'est une chance pour le Congo, et en ce que le Rwanda est une chance pour le Congo quand le président Kagame est le principal soutien de Kabila, qui pille le pays, et que lui-même Kagame prend les richesses de RDC gratuitement pour développer son pays, quand la misère des Congolais s'accroît. Des peuples frontaliers, et à voir je vous parle aussi des peuples, je vous parle du peuple congolais qui croupit sous la dictature de Kabila, qui est soutenu par Kagame. Mettez l'économie en avant, vous allez voir que les peuples... Et quand je parle d'économie, je vous dis aussi que le Rwanda pille les richesses du sous-sol et du sol. Non, le Rwanda travaille, et ils ont une bonne main-d'œuvre. Et je vous donne un exemple, un lac qui est entre les deux pays, le Congo et le Rwanda. Et ils exploitent le gaz méthane. Maintenant, ça va profiter aux deux pays. Mais l'idée vient d'où? Je ne vais pas encourager davantage ce dialogue de sourds, parce que ça commence à être un dialogue de sourds. On va revenir au cœur de notre thème du jour, les avancées démocratiques dans certains pays et les retards qu'on observe dans d'autres pays. Et René Agossa, on a aussi entendu parfois ces dernières années des arguments tels que la démocratie est une importation occidentale, il faut laisser les pays africains accéder à la démocratie à leur rythme, ou encore il faut inventer une démocratie à l'africaine. Certains ont même dit que la démocratie était un luxe pour l'Afrique. Des arguments qui sont parfois repris d'ailleurs par des intellectuels de renom en Afrique. Est-ce que ces arguments, finalement, pour vous, à qui profitent ces arguments? On a l'impression qu'ils profitent essentiellement au régime autocratique, n'est-ce pas? Oui, ça profite au régime autocratique, mais il faut absolument que nous ne soyons pas en dehors des différents cycles
de la démocratie. C'est ça. Parce que, en fait, dès que vous abordez un processus, il y a des moments... Parce que c'est un processus imparfait et inachevé partout. Mais la question est de savoir simplement, à un moment donné, quel est l'état critique de la démocratie. En France, ici, écoutez, M. Mélenchon, il parle d'une nouvelle république. Il faut finir avec cette monarchie républicaine. C'est ce qu'il dit, Andrive. Donc, en fait, c'est un processus. Parce que l'homme est un né libre. Né libre parce qu'il est né libre. La seule manière de s'épanouir et de parvenir à réaliser quelque chose d'éternel et d'équilibré, c'est d'être toujours dans un processus de démocratie. Donc cette démocratie... Nous parlons sur des pays où mais les fondamentaux ne sont même pas établis. Les fondamentaux ne sont pas établis, je suis tout à fait d'accord. Oui. Il faut que les peuples, comme les peuples le font déjà, il faut que ça aille plus vite. Mais il faut aussi que les organisations de ces différents pays, de ces sous-régions, s'impliquent pour qu'on aille plus vite parce que... Quelles organisations? Les organisations économiques, je vais parler de l'UEMOA, je vais parler de la CEDEAO, je vais parler de ces structures qui, en fait, ont le devoir de conduire une forme de démocratie au niveau de ces pays membres, doivent pouvoir s'intégrer et faire en sorte qu'on aille mieux. Parce que qu'est-ce qui se passe? Si nous n'avons pas des projets intégrants, si nous n'avons pas des structures comme il parle d'économie, si nous ne jouons pas ce rôle pour permettre une mutation, je veux dire une mutation profonde de nos systèmes économiques à travers la mutualisation de nos ressources, nous n'allons pas nous en sortir. Au-delà de l'économie, Irénée Agossa, là nous parlons de valeurs communes, on parle de valeurs fondamentales. L'Union africaine, par exemple, héberge à la fois des autocraties, des dictatures, des démocraties également. On sait qu'en Afrique de l'Ouest, par exemple, progressivement, la démocratie est devenue la norme pour la CEDEAO. Ce n'est pas le cas, par exemple, pour la CEMAC. Ce qui est acceptable aujourd'hui, ce qui est inacceptable en Gambie aujourd'hui, peut l'être parfaitement en Afrique centrale, dans un pays comme le Congo, par exemple, la RDC. C'est pourquoi, d'ailleurs, il faut que tout le monde comprenne, même les puissances occidentales, qui jouent ce rôle, qui aident à ce que ces systèmes soient maintenus dans l'autre partie de l'Afrique, doivent se rendre compte que cela n'est plus utile pour eux. Et ça se dénonce partout. C'est ça. Parce que si vous voyez le rôle au niveau de la Gambie, c'est ce que je disais au niveau de la CEDEAO, si nous avons des structures, des organisations qui ont normalisé le processus de manière à ce qu'il y ait un minimum au moins à respecter. Dès que vous avez une élection et que le monsieur est élu, il faut qu'il prenne le pouvoir. Donc, au fait, de l'autre côté, nous devons faire en sorte que ça marche. Mais ce qui aggrave la situation de l'autre côté, vous allez voir, c'est les ressources humaines. On va écouter Laurence. On va écouter Laurence. Qui crée des problèmes à ces pays. Parce que sinon, je vais vous laisser aller dans une conférence et ça va être fâcheux pour l'auditeur. Laurence Ondong. Dire que les Africains ne sont pas prêts pour la démocratie est un luxe pour l'Afrique. En d'autres termes, les Africains méritent quoi? Les dictatures? Les Africains, donc, la seule façon de les gouverner, c'est ce qu'ils ont aujourd'hui, après la traite négrière, après la colonisation, avoir à nouveau des gouverneurs noirs qui étaient au départ au service de la colonisation des anciennes puissances coloniales, mais qui aujourd'hui sont au service de leur propre ventre, de leur famille et d'une oligarchie qui pille les États. C'est ce que les Africains méritent alors, parce que voici les systèmes de gouvernance qu'on a aujourd'hui dans nos pays et nous crions au sous-développement, nous crions à la misère. Moi, le sens de mon combat, quand on parle de démocratie, on parle de quoi? Pourquoi les Africains, de quoi il est question ici? Il est question de populations qui croupissent dans la misère. Et alors que leur pays regorge de richesses qui pourraient les faire vivre mieux. Pourquoi on vivrait mieux à Singapour qu'au Gabon? Pourquoi on vivrait mieux en France qu'au Congo RDC? Avec les richesses que nous avons. Nous avons aujourd'hui, le Botswana est cité en exemple de gestion d'un pays, de bonne gouvernance et de démocratie. Les Botswanais sont encore des Noirs, ils vivent en Afrique. Donc, venir dire que nous n'avons pas besoin de démocratie, ce n'est pas vrai. Ce dont nous avons besoin, la démocratie d'abord c'est quoi? On dit que c'est le pouvoir du peuple par le peuple. Et nous nous sommes rendus compte que ceux qui ont gouverné l'Afrique jusqu'à présent n'ont pas mis les peuples africains au centre de leur action. Oui, et le respect de toutes les libertés fondamentales. C'est ce que nous appelons démocratie et nous pensons que les Africains en sont dignes. Et nous pensons qu'il est temps qu'ils en arrivent là parce qu'ils sont aussi des humains qui ont part à toutes les libertés que les autres humains dont les autres humains bénéficient dans leurs pays respectifs. Donc c'est très injurieux pour les Africains
de leur dire que la démocratie est pour un luxe. C'est leur dire indirectement que tout ce que vous méritez, c'est la misère qui vous est servie aujourd'hui, c'est la violation de vos droits fondamentaux, c'est la privation des libertés, c'est la malgouvernance, c'est le pillage de vos ressources et de ces dirigeants qui ne se soucient nullement de leur peuple. Et ça, c'est inadmissible. On n'a jamais vu des Africains manifester pour demander à ne pas être libres. Philippe Mpaïmana. Laurence, elle a dit les bonnes choses, mais je voulais ajouter que quand j'ai décidé d'entrer en politique, j'avais quelque chose que je voulais offrir à l'Afrique. J'ai constaté qu'on ne se pose pas la question sur la suite de l'après-présidence et des présidents africains. Qu'est-ce qui empêche nos présidents d'accepter l'alternance? Et qu'est-ce qui fait qu'ils dirigent bien, mais à la fin, ils n'acceptent pas de l'alternance? Ils dirigent toujours pas bien. Voilà. Bon, je dis, quand ils sont au pouvoir, légitimement, légalement, c'est bien. Mais la question se pose après. Maintenant, vous voulez dire qu'il faut donner des garanties au président pour qu'ils acceptent l'alternance? Oui, donc là, vous savez qu'il y a des pays où il y a plusieurs anciens chefs d'État qui vivent en toute liberté et qui viennent. Je prends le cas du Bénin, par exemple. On les voit au Ghana, on le voit en Tanzanie. Julius Nyerere, il va faire ses courses. S'il faut qu'on prolonge l'immunité présidentielle des anciens chefs d'État. Pourquoi? Parce qu'ils auront fauté. C'est quoi cette immunité? Ça veut dire que les gens gouvernent. On sait qu'ils ont volé, qu'ils ont tué, mais pour qu'ils partent, il faut qu'on leur assure qu'on ne les punira pas, qu'on ne les poursuivra pas. Il ne faut pas qu'ils volent, mais il faut aussi... Qui a bien géré n'a pas besoin de limiter. Non, je crois que ce que vous posez comme problème peut être réglé par la loi. Et ça a été réglé chez nous, au Bénin, par les dispositions légales pour la vie d'un ancien président. Donc la vie d'un ancien président a été quadrillée par une disposition légale. Dès que tu sors de cette fonction, donc il y a une disposition légale, tu n'es pas traité comme tout le monde, donc tu as ce qu'il te faut pour être encore un citoyen capable d'aider le pays. Mais nous n'avons pas donné une vie après le pouvoir. Une vie après le pouvoir. Donc c'est tout à fait clair que... Pourquoi alors les constitutions sont si négligées? Ce n'est pas une affaire... On revient toujours au cœur du problème. Mais pourquoi ce qui est possible à certains endroits en Afrique ne l'est pas ailleurs? Voilà. On y revient après la publicité, si vous voulez bien, Laurence. Merci, à tout de suite. Africa numéro 1, le grand débat. Africa Break, événement. Africa Break. Les soirées live d'Africa reviennent à la Bellevilloise. Le 12 octobre prochain, venez vous ambiancer avec Mayway. Africa. Le grand débat avec Francis Laloupo. Les sources du déficit démocratique en Afrique, nos invités pour en parler, Irénée Agossa, Philippe Mpaïmana et Laurence Ndongo. Vous voulez parler, Laurence Ndongo, c'est à vous. On vous écoute, ensuite on avancera dans le débat. Oui, par rapport à ce que disait M. Mpaïmana, qu'il faut assurer aux anciens présidents leur façon d'une bonne vie après, etc. Celui qui n'a rien à se reprocher n'a pas besoin qu'on lui crée un cadre. Parce que le problème que nous avons, c'est quoi? C'est un problème, les régimes qui sont en Afrique aujourd'hui, là où il y a des dictatures fortes, ce sont des régimes de conservation du pouvoir. Et pourquoi ils se battent pour conserver le pouvoir? Justement parce que ils sont habitués à piller, ils sont habitués à voler et ils ne s'imaginent pas vivre autrement que de cette façon, de un. Et de deux, ils savent aussi qu'une fois qu'ils seront partis, ils vont forcément être poursuivis. C'est le problème que nous avons aujourd'hui avec Ali Bongo. L'une des raisons pour lesquelles Ali Bongo s'accroche, c'est parce qu'il sait qu'en plus du pillage, il a aujourd'hui la Cour pénale internationale sur le dos pour crime contre l'humanité parce qu'il a tué. Donc on se retrouve dans un cercle vicieux où ils commettent de plus en plus d'exactions pour se maintenir au pouvoir et ces exactions aussi exaspèrent de plus en plus le peuple. Donc on est dans un système où on a un peu le serpent qui se mord la queue. Donc aujourd'hui, leur garantir ce qu'on veut ne leur permettra pas de partir. Il faut que les peuples s'unissent, qu'il y ait d'autres voix qui s'élèvent, on le fera peut-être que là où il y a eu des dictatures sont tombées, ça a été parce qu'il y a eu des transitions comme au Bénin qui se sont mises en place tout de suite. Mais si on va à des élections avec ces démocratures, tout est ficelé pour qu'elles trichent toujours l'élection, puisqu'Omar Bongo avait dit on n'organise pas une élection pour la perdre. Donc d'entrée de jeu,
ils avaient verrouillé les systèmes pour qu'ils continuent de voler les élections à chaque fois qu'il y aurait une élection et qu'ils seront toujours là. Alors, ce qui a quand même changé depuis la fin des années 80, c'est qu'on ne peut plus parler du point de vue sémantique de dictature en tant que telle, parce qu'aujourd'hui, évidemment, dans tous ces pays, il y a ce qu'on appelle le multipartisme, il y a même des élections, qu'elles soient fraudées ou pas, et tout ça est plaqué évidemment sur des régimes qui ont au fond conservé les mêmes réflexes qu'autrefois, et c'est ce qu'on appelait, vous en parlez tout à l'heure Laurence, c'est ce qu'on appelle les démocratures, ce qui signifie littéralement une dictature camouflée sous l'apparence de démocratie. Est-ce que ce n'est pas là finalement, rapidement, Laurence, le nouveau refuge des autocrates qui n'assument plus réellement, ouvertement, finalement, ce qu'elles sont? Parce qu'autrefois, les dirigeants, jusqu'à la fin des années 80, assumaient le fait qu'ils dirigeaient des partis, enfin qu'ils étaient à la tête de partis uniques. Justement, ils n'assument pas parce qu'ils comprennent quelque part que le temps a changé. Oui. L'ère des dictatures est en train de s'achever. Mais cette ambiguïté, est-ce que ce n'est pas devenu finalement un piège pour ceux qui, aujourd'hui, se disent opposants à ces régimes? C'est justement un piège. Quand vous lisez les écrits de Gene Sharp, qui a écrit le livre de la dictature à la démocratie, il explique justement que les élections sont un piège en dictature parce que ça donne à la dictature un visage de démocratie. Et avec des institutions aux ordres, on se retrouve une fois de plus comme le cas du Gabon où les institutions sont aux mains de l'oligarchie, aux mains du pouvoir en place. Donc tout est faux, tout est truqué, mais on brandit à la face du monde des institutions qui, soi-disant, sont démocratiques. Donc le pays se retrouve piégé. On se retrouve piégé, donc on se demande qu'est-ce qu'on fait? On va à l'élection, on n'y va pas, parce que ne pas y aller, on va être considéré comme des antidémocrates. Y aller, c'est être sûr que l'on va, en parenthèse, être volé. On va gagner l'élection, mais on va être déclaré perdant. Donc on est dans ce statu quo qui fait qu'il faut qu'on trouve une autre voie de sortie, parce qu'une chose est sûre, les démocratures non plus ne peuvent pas perdurer, parce qu'en réalité ce sont des dictatures. On écoute un auditeur qu'on connaît bien, c'est bien le même, c'est un nom que je connais bien en tout cas, c'est bien Paul Ting. Paul Ting, bonsoir. Bonsoir Francis. Ah ben c'est lui, c'est Paul Ting, oui. Bonsoir Paul, on vous écoute. Bonsoir. Je sais que ce sujet vous interpelle beaucoup. Non, Francis, tu sais que c'est un sujet sur lequel j'ai écrit quelques livres. Je pense au mot démocrature, c'est de moi en 1998 déjà, vous voyez, j'étais en avance. Non, je reviens sur le sujet pour dire tout à l'heure, déjà un petit préalable. Laurence, René et peut-être les trois ont dit que parler des spécificités à telle démocratie. Non, ça c'est les détails. Quand dans la construction démocratique, les mêmes choses sont valables partout. Quelqu'un a dit tout à l'heure, la liberté est valable pour tout être humain, être libre, penser, dire, en Italie, au Portugal, ou bien en Allemagne, en France, il y a des petits détails. Mais ce sont les détails. La construction démocratique même, c'est-à-dire qu'elle a la même chose partout, à savoir les principes de liberté, d'alternance, changer, que les gouvernants changent, parce que ça donne plus de chance au pays de tomber sur le génie. Tout le monde dans un pays n'est pas des génies, de tomber sur un génie. Et puis, c'est comme dit Obama, si vous demandez un troisième, quatrième mandat, c'est que vous avez échoué dans les passés. Vous ne ferez pas avec 10 mandats ce que vous n'avez pas pu faire en 2 mandats. Troisièmement, quand René parle, je crois, René Agossan. C'est ça, parle de décision forte. Je rappelle que pour avoir ce qui fait que la démocratie tienne et fonctionne, c'est la culture démocratique. D'abord politique, ensuite démocratique. On croit à la démocratie. Parce que malheureusement en Afrique, on peut faire des décisions plus fortes que l'on veut. Comme les gens ne veulent pas partir du pouvoir, ils ont tout pour passer à côté et pour le casser. Regardez le Togo, regardez le Cameroun ou le Tchad. Ils passent à côté pour le casser. Et puis pourquoi les gens ne veulent pas partir? C'est quelque chose de diamétralement. Je vous demanderai de conclure, mon cher Paul, parce que le chronomètre tourne évidemment. D'accord. D'un mot, s'il vous plaît. Oui, Francis. Pour dire que on ne peut pas venir sur le fond. Dans certains pays africains, particulièrement francophones, c'est-à-dire le vin était dans le fruit dès le départ dans les conditions d'accession à ce qu'on appelle l'indépendance. Et
marchera jamais. Bien sûr. Bien sûr. Merci Francis. Merci Paul, merci beaucoup. Merci. Dans quelques instants, nous allons marquer une pause pour écouter le Flash Info de 19h. Nous parlerons notamment, je ne sais pas si on a le temps d'en parler, mais j'entends la petite musique qui part peut-être un peu trop tôt. On parlera avec vous, Laurence, donc, de ce projet de résolution de l'Union européenne sur le Gabon qui a été donc publié le 13 septembre dernier. L'Union européenne qui s'intéresse d'ailleurs beaucoup au Gabon depuis août 2016, depuis la fameuse élection présidentielle. Projet de résolution particulièrement sévère, où il est question notamment d'élections truquées, de campagnes d'intimidation à l'encontre des opposants et autres infractions au processus démocratique. Alors selon vous, très rapidement, Laurence Ndong, est-ce que cette résolution confirme sur la scène internationale l'interruption du processus démocratique dans votre pays? Cette résolution le confirme bel et bien. Cette résolution met le gouvernement, le régime gabonais actuellement en marge de la communauté internationale. Et c'est une première. Depuis que le Gabon existe, jamais le Gabon a été indexé de cette manière. Ils étaient habitués à tricher les élections sans que rien ne leur soit fait. Cette nouvelle résolution, elle refuse de passer sur l'élection présidentielle que Ali Bongo veut voir aux oubliettes. Ils reviennent parce que la fraude est avérée. Personne ne peut fermer les yeux là-dessus. Et malgré les suggestions de l'Union européenne dans les premiers rapports, dans les premières résolutions qui demandaient d'apaiser le climat, Ali Bongo durcit sa dictature. Chaque semaine, il y a de plus en plus d'arrestations. Donc cette résolution va beaucoup plus loin. On y reviendra après le Flash Info de 19h. Nous accueillons également pour la suite de ce grand débat Abdelkerim Koudougumi qui nous a rejoint, activiste politique tchadien, représentant en France de la coalition Trop c'est trop. Il est le coordonnateur du mouvement citoyen Projet pour une alternance crédible au Tchad. C'est le pacte. Restez avec nous. Rendez-vous avec l'information dans quelques instants. Le grand débat reviendra ensuite. Nous serons ensemble jusqu'à 19h20 sur la radio africaine. Ne partez pas. Restez avec nous. À tout à l'heure. À tout de suite. Africa numéro 1, le grand débat. Dans le grand débat aujourd'hui, nous parlons des sources de déficit démocratique en Afrique. Nous y reviendrons. Ce débat reprendra après le Flash Info de 19h, préparé et présenté par Salah Edine Gakou, qui est déjà dans le studio, qui a beaucoup de papier. Donc, il va nous livrer des nouvelles du monde. Jean Frémy d'avance, 19h à Paris. Salah Edine Gakou, bonsoir. Bonsoir Francis, bonsoir à tous. Au Togo, l'opposition et le parti au pouvoir ont manifesté aujourd'hui à Lomé. Des incidents ont été signalés à l'intérieur du pays. À Bafilo, dans la région centrale, les forces de l'ordre ont usé de gaz lacrymogène pour disperser les partisans de l'opposition qui manifestaient. À Mango, dans le nord du pays, le siège du parti présidentiel a été incendié. L'opposition réclame depuis des mois une alternance politique et des réformes. D'autres manifestations sont prévues dans les prochains jours. L'opposition, qui a connu un succès historique lors des marches du 6 et 7 septembre, espère rassembler autant de personnes lors des prochains rassemblements. Au Kenya, la Cour suprême a blâmé la commission électorale pour sa gestion de l'élection présidentielle invalidée du 8 août. Elle lui reproche notamment d'avoir proclamé les résultats sur la base de documents parfois douteux, de ne pas avoir permis l'accès à ses serveurs informatiques. La vice-présidente de la Cour suprême a décrit des révélations perturbantes, voire saisissantes, sur la manière dont la commission électorale a mené les élections contestées en justice par l'opposition. Le nouveau scrutin est prévu le 17 octobre, mais pourrait être reporté. C'était le Flash Info de Salah Edine Gakou. Merci Salah Edine. On vous retrouve demain avec le même plaisir. À présent, la suite du grand débat. Africa. Le grand débat avec Francis Laloukou. Les sources de déficit démocratique en Afrique. Nos invités, Laurence Ndong, membre de l'association Tournons la page, membre de la société civile gabonaise, militante en faveur de l'alternance en Afrique, auteur de Gabon, pourquoi j'accuse, paru aux éditions L'Harmattan. Irénée Josias Agosset avec nous, président de la formation politique béninoise, le nationaliste. Philippe Paimana, ancien candidat à la présidentielle au Rwanda. Et nous a rejoint Abdelkerim Koudougumi, activiste politique tchadien, coordonnateur du mouvement citoyen Projet pour une alternance crédible au Tchad. C'est le pacte. Alors, vous voulez intervenir, je crois, Philippe Paimana. Vous avez écouté tout le monde tout à l'heure. Vous voulez apporter une contribution? Oui, je voulais synthétiser par là où nous en sommes sur le sujet de démocratie, qu'il est question de cultiver des principes. Et dans ces principes, il y a donc l'alternance, mais la justice indépendante. C'est ça qui manque, et il manque en Afrique des hommes, et je voulais préciser dans certains pays africains. Dans beaucoup de pays africains, parce que le cas du Kenya que nous avons, il a été apprécié partout, parce que c'est rare que les juges... La Cour suprême qui a invalidé l'élection présidentielle. Et voilà, ça c'est, je voulais ajouter ça. Ouais. Oui, ce
ce qui est ordinaire devient extraordinaire parfois en Afrique. C'est ça qui est extraordinaire. Quand un président décide de ne pas modifier la Constitution pour se maintenir au pouvoir, tout le monde applaudit alors que c'est dans la norme, quoi. Il faudrait peut-être qu'on trouve des systèmes ordinaires. René Agossa. Oui, nous avons un problème aussi au niveau du processus démocratique, c'est le coût des élections et le coût de la campagne. Là, il faut commencer par y penser. C'est-à-dire que l'argent joue un rôle. Ah, mais ça, ce sont les dérives de la démocratie. On peut retrouver un peu partout. Dans notre processus. Oui, il n'y a pas que les pays africains qui sont menacés de ce point de vue. Et chez nous, c'est plus menaçant, d'autant plus que la pauvreté a un niveau criard. C'est-à-dire que quand vous voyez ce qu'on déverse au moment de la campagne, ça fait que les visions, les idéaux ne l'emportent plus. Et qu'est-ce qui se passe dans plusieurs pays aujourd'hui? Vous allez voir la vague. Mais là, c'est un autre sujet. Si tu me permets, nous ferons notre émission sur les menaces qui pèsent sur la démocratie. Là, nous parlons des endroits où il n'y a pas de démocratie du tout, où le train de la démocratie n'arrive pas à l'heure. Pour le processus. Oui, mais puisque vous avez la parole, je vais vous poser une question très précise. Aujourd'hui, par exemple, dans un pays comme le Bénin, qui est considéré évidemment parfois comme un modèle, un exemple en matière de démocratie, quels sont les enjeux politiques aujourd'hui? Quand un pays atteint, je dirais, ce niveau de démocratie, cette constance, je dirais cette forme de consolidation, d'ancrage démocratique, avec déjà, il faut dire, 4 alternances au sommet de l'État depuis 1991 quand même. Quels sont les enjeux aujourd'hui? Qu'est-ce qui préoccupe les Béninois? Quelles sont les menaces qui pèsent sur cette démocratie? L'enjeu aujourd'hui, c'est d'abord la lutte contre la pauvreté, surtout sur le plan économique. Il faut que les populations se sentent totalement à l'aise et que les besoins soient satisfaits. Oui. L'enjeu aussi, c'est de vous parler de la force des institutions. Ça, c'est important. Oui. Ce qui fait que si les institutions ne sont pas fortes et que les individus dominent les institutions, la démocratie aura encore un autre problème. C'est ça, les grands enjeux chez nous. Oui. Les grands enjeux chez nous, c'est la qualité des hommes qui dirigent aussi. La qualité des dirigeants. Est-ce que c'est pas le principal enjeu, ça? Donc, est-ce que c'est pas là le principal enjeu? Le principal enjeu, parce que la qualité. Oui. Parce que quand on vote, quand même, chaque fois qu'on vote, c'est une prise de risque. On ne sait pas finalement, je veux dire, voilà, on ne sait pas ce qui va devenir avec les dirigeants pour lesquels, évidemment, on a voté. Est-ce que ce n'est pas là le risque que l'on prend en démocratie? Que ce soit au Bénin ou en France, ou aux États-Unis, comme partout ailleurs. Partout ailleurs. Chez nous, c'est devenu carrément un enjeu parce que dès que vous élisez n'importe qui vient au pouvoir, la gouvernance est devenue un problème. Oui. Parce que dès que vous gouvernez convenablement et que ça marche pour le pays, c'est bien. Mais dès que vous venez avec un système qui ne cadre pas du tout avec les besoins du pays, ça devient une autre forme de dictature qui est difficile maintenant à combattre d'une manière un peu plus ouverte comme les autres le font dans leur pays. Parce que chez nous, on croit que tout va bien. On croit par exemple que tout va bien. Quand tu parles, tu dis qu'au Bénin que ça ne va pas, sur le plan démocratique, on se pose la question, mais qu'est-ce qu'ils disent? Mais eux, ils sont en train de parler de ce qu'ils vivent eux, par rapport à leurs problèmes. Mais c'est encore une autre étape peut-être. C'est une autre étape chez nous. Parce que vous voulez dire finalement qu'on peut avoir, je dirais, des institutions démocratiques, on peut avoir une démocratie qui fonctionne, mais avec une classe politique qui soit calamiteuse, par exemple. Calamiteuse, avec bien sûr un président qui est incapable de bien gouverner, donc il y a un véritable problème de gouvernance, qui a des conflits d'intérêts, des histoires. Laurence est totalement accablée. Elle est accablée là, parce que elle en est, je veux dire, au début du commencement de l'instauration de la démocratie dans les pays qui l'intéressent. Voilà, donc nous on peut même pas commencer à parler des coûts de campagne, parce que pour nous tout ça c'est de la poudre aux yeux. Il faut déjà que les élections servent à quelque chose. Effectivement, je peux vous rejoindre quand vous dites que ça ne sert à rien. Pour nous, ça ne sert à rien de mettre autant d'argent dans des élections qui sont volées. Donc surtout que c'est au détriment de la population. Mais permettez-moi, Francis, je voulais revenir un peu sur la résolution. Oui, justement. Tout à l'heure, on parlait un peu de la résolution et je voulais soulever un paradoxe. On en parlait un peu en off. Aujourd'hui, les présidents africains font appel, les dictateurs font appel à la souveraineté de leurs États par rapport à l'Europe, par rapport au reste du monde, pour piller et tuer à huis clos. Aujourd'hui, le gouvernement gabonais, et on entend certains intellectuels africains les soutenir en disant qu'est-ce que l'Union européenne a à s'acharner sur le gouvernement gabonais d'Ali Bongo, qu'on le laisse tranquille. Pour une fois, nous avons des observateurs internationaux qui relèvent la fraude. Et ces observateurs n'ont pas été appelés par l'opposition. Ils ont été appelés par le régime d'Ali Bongo. Pour une fois, ils dénoncent la fraude et ils se battent pour que la souveraineté du peuple gabonais soit respectée. On a des pseudo-africanistes qui disent non, comme si le peuple gabonais ne méritait pas qu'on en prenne un tout petit peu soin. Donc ce paradoxe-là est gênant. Nous voulons notre indépendance, mais nous sommes aussi dans le monde, et le monde a des règles et il y a des partenariats entre États, entre
autres régions du monde qui doivent aussi être respectées, même si ces partenariats peuvent être remis en cause par ailleurs. Donc il faut saluer cette résolution de l'Union européenne qui condamne le vol de l'élection au Gabon et qui demande des sanctions ciblées sur le régime gabonais par rapport aux meurtres, aux assassinats et aux prisonniers politiques qui sont de plus en plus nombreux au Gabon. Dans ce projet de résolution de l'Union européenne que vous évoquez, il y a toute une liste d'infractions à la démocratie et au respect des droits humains. Et on sait notamment, par exemple, voilà, il y a une disposition qui a été énoncée récemment par le gouvernement gabonais qui a choqué l'opinion internationale, c'est le fait d'interdire l'accès aux médias publics à toute personne qui contesterait l'élection d'Ali Bongo. Voilà, et je veux préciser que dans cette résolution, pour toujours parler aux pseudo-africanistes, il n'y a pas que le Gabon, c'est une résolution commune dans laquelle il y a le Laos, il y a la Birmanie, donc il y a d'autres pays du monde, le Cambodge, donc il y a d'autres pays du monde dans lesquels les droits de l'homme sont bafoués. Il n'y a pas que le Gabon, donc on arrête de nous servir une pseudo-africanité quand il s'agit de couvrir la maltraitance des peuples africains. Non, je suis africaniste et je pense que si l'Union européenne a pris cette résolution, oui, il faut la féliciter, mais s'il vous plaît, Gabonais africains, ce n'est pas toujours depuis l'Europe qu'on va avoir des bonnes résolutions. C'est le gouvernement gabonais qui invite l'Union européenne lui-même. J'aimerais bien qu'on prenne l'exemple du juge Kenyan. C'est un Kenyan qui est un homme intègre, qui a décidé d'instaurer la justice dans Oui, mais le Kenya a invité aussi des observateurs étrangers qui ont confirmé l'élection que lui, il a validée. Mais ce qui se passe au Gabon, c'est le contraire. Le Gabon a invité des observateurs étrangers qui disent que l'élection a été fraudée et la juge gabonaise les a validés. Donc on est dans le cas contraire. Les africanistes que tu condamnes. Non, je dis les pseudos. Je parle de pseudo-africanistes. L'accusateur, cela ne change rien à la nature du délit. Nous sommes bien d'accord. Le délit est quasiment à voler l'élection et cela doit être condamné. Les panafricanistes doivent avoir le droit de critiquer tout ce que les gens pensent contre eux. Alors, vous êtes arrivé un peu en retard, malheureusement. On va quand même parler du Tchad. Le Tchad qui a, quand même, il faut le rappeler, qui est désigné aujourd'hui, évidemment, un pays très déficitaire en matière de démocratie. Un pays qui a quand même organisé, il faut le rappeler, lui aussi, sa conférence nationale au début des années 90. 93 exactement. Les opposants ont dû recourir parfois à la lutte armée pour exiger du pouvoir le respect des règles démocratiques. Et manifestement, il faut faire le bilan aujourd'hui, le recours aux armes n'a pas fait fléchir ce pouvoir. Est-ce que la lutte armée, c'est le dernier recours après qu'on a tout essayé? C'est une option que le peuple tchadien a le droit d'utiliser. Vu l'état actuel de la situation du pays, ceux qui ont choisi le moyen de la lutte armée ont aussi leurs raisons. Pourquoi je dis cela? Moi, je suis de la société civile, pacifiste, mais quand le recours à la violence, ou quand le pouvoir en place utilise cette violence, utilise les armes pour se maintenir au pouvoir, tous les moyens pour les faire partir sont acceptables. Vu l'état actuel où on est. Le problème, c'est que... Attendez, vous dites, non, parce que vous n'êtes pas tchadien et vous n'avez pas un dictateur chez vous. Si vous avez un dictateur chez vous, vous n'allez pas réagir comme ça. Je vous dis, laissez-moi finir. Non, contre les armées, ça c'est votre principe. Mais vos principes, on s'assoit dessus si on n'a pas de choix, si c'est la vie de notre peuple qui en dépend, on utilisera tous les moyens. Parce que depuis que vous êtes là, les Béninois, qu'est-ce que vous avez dit sur la souffrance du peuple tchadien? Dites-moi ça. Rien. Mais vous... Attendez. Non, laissez l'histoire. Maintenant, en 2016, pendant les élections au Tchad, quand le dictateur tirait sur des manifestants qui tombaient, qui mouraient, quand il volait les élections, qu'est-ce que le peuple béninois ou rwandais a dit? Sauf les Gabonais nous ont soutenus. Avec qui on se bat aujourd'hui, main dans la main, contre ces deux dictateurs-là. Donc, votre façon de dire que non, par principe, moi je suis non-violent, je ne veux pas des coups d'État ou tout ça, il faut le contextualiser. Vous n'utilisez pas vos réalités pour nous imposer à nous. Voilà, c'est ça que je dis aujourd'hui. Pour nous, ceux qui prennent les armes à la main pour essayer de changer le destin de notre peuple, ceux qui choisissent les urnes pour changer le destin de notre peuple. Beaucoup l'ont fait chez vous. Oui, aujourd'hui, le bilan, il est ce qu'il est. Tous ceux qui ont choisi ces moyens sont légitimes. On parle de légitimité maintenant. Maintenant, la question, c'est de ne pas savoir est-ce que c'est efficace ou pas, c'est autre chose. C'était aussi ça ma question. Donc, c'est légitime
tout citoyen résistant qui choisit un moyen pour dégager un dictateur soutenu, pas seulement par des multinationales, mais aussi par la France, qui, elle, d'un côté, lève des armées, va à l'ONU pour mobiliser le monde entier pour aller en Syrie pour dégager Bachar al-Assad. De la main gauche, il soutient un dictateur qui est pire que Bachar al-Assad au Tchad. Il utilise le même dictateur pour aller amener la paix et la démocratie au Mali, et alors que ce même dictateur est en train de réprimer son peuple. Donc finalement, cette incohérence tue notre peuple. Et j'ai dit pourquoi? Non, j'ai fini avec ça. En 2016, le peuple tchadien s'est levé comme un seul homme. Au-delà de nos pesanteurs ethniques et tout ce que vous avez évoqué comme obstacle à la démocratie. La jeunesse s'est levée avec les réseaux sociaux. Ils ont communiqué, ils se sont mobilisés. Ils ont empêché ces dictateurs-là de voler une énième fois des élections. Qu'est-ce qu'il a fait, ce dictateur? Il est passé en force. Il a tenu le peuple en joue. Il a triché. Et quand on était en pleine crise électorale, l'opposition a décidé même de former un gouvernement de salut public. Et en pleine crise électorale, ce dictateur-là décide unilatéralement d'organiser son investiture. Et qu'est-ce que fait la France? Elle envoie son ministre de la Défense pour assister à cette cérémonie et légitimer. Comme sur le plan international, alors qu'on était en pleine crise électorale. Donc finalement, de tels comportements, dans tous les cas, de tels comportements ont montré, de tels comportements ont montré au peuple tchadien que la priorité de la communauté internationale n'est plus la démocratie. Non, la démocratie n'est plus le droit de l'homme, n'est plus la liberté. C'est quoi alors? Mais leur priorité en ce moment, en tout cas c'est notre constat amer, c'est leur propre politique migratoire et leur stratégie géopolitique et économique dans notre région et la lutte contre le terrorisme. Ils sont en train d'étouffer notre démocratie, notre liberté pour leur propre politique. C'est une parole quand même qui est indicative de ce qui se produit dans un pays comme le Tchad. Hein? Oui, on en a marre, mais la démocratie c'est toujours une valeur universelle. Il ne faut vraiment pas recourir aux armes. Pour que la France ait cette démocratie, elle a pris les armes en 1944 et elle a dégagé le fascisme par les armes pour avoir cette démocratie. Ne dites pas que vous ne voulez pas des armes. Dites seulement comment ces armes devront être utilisées et après, comment la transition doit être organisée. Qui dirige le Tchad? Est-ce que c'est un Tchad? Heureusement que pour l'alternance, ne rentrez pas dans ce jeu-là. C'est bien d'aller avec tous les moyens de discussion. J'aimerais faire évoluer le débat. Mais en fait, le peuple doit décider. Et le peuple doit décider de la légitimité de qui la dirige. Comme dit Abdel Karim, je pense qu'il faut contextualiser l'histoire du Tchad. Je crois que c'est l'exemple même, je dirais, c'est là où il y a le glacier autocratique, je veux dire, un des plus inquiétants sur le continent africain. Et il pourrait évoquer également le droit de tout peuple à se soulever contre l'oppression. Je pense que c'est un droit fondamental. Justement, parce que ceux qui... Excuse-moi, je vais aller dans son sens. Moi, je suis pacifiste. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est quoi? C'est que quand un peuple arrive à bout, on a fait croire au peuple qu'ils pouvaient choisir leurs dirigeants par les urnes. Parce que ce qu'il est en train de décrire au Tchad, c'est ce que nous vivons au Gabon. Les gens se sont mobilisés, ils ont voté. Et au lieu d'obtenir le résultat de leur vote, je peux vous lire des témoignages accablants. Un jeune homme qui appelle son grand frère pour lui dire: les miliciens d'Ali Bongo sont là, ils vont tirer sur nous. Je vais mourir. Ils vont nous tuer à cause de notre victoire. Et le grand frère entend les tirs de mitraillettes. Et il n'a plus jamais vu son frère. Ils n'ont même pas retrouvé la dépouille. Donc, à un moment donné, et nous avons ce gouvernement qui dit, en plus, rien ne s'est passé, il n'y a jamais eu de mort. On pousse les populations dans des extrémités où on ne prévoit plus comment les gens vont réagir. On a beau leur dire d'être pacifistes, mais on ne sait pas jusqu'où ces régimes peuvent aller, où les gens peuvent aller quand ils n'ont plus d'espoir, quand ils ont le sentiment que la démocratie tarde à venir et que leurs conditions de vie empirent. Entre le 25 juillet et aujourd'hui, il y a au moins une cinquantaine de jeunes pour avoir distribué des flyers, pour avoir voulu marcher, qui sont aujourd'hui à la prison centrale de Libreville dans des conditions inhumaines. Donc ça aussi, il faut qu'on le comprenne. Sans le justifier aucunement. Il faut qu'on comprenne que les peuples sont à bout et c'est pour ça que ces régimes vont tomber, parce que les populations, la jeunesse d'aujourd'hui veut vraiment passer à autre chose. Permettons que ce soit des changements démocratiques. Nul ne veut que ça arrive par les armes. Mais si ces gens-là insistent, que disent les gens qui ont pris les armes? Que disent les résistants tchadiens qui ont pris les armes? Ils ne disent pas juste qu'ils vont aller prendre le pouvoir. Ils disent aux élections. Ils ont entendu, les gens vont aux élections ne marchent pas.
la jeunesse, le peuple descend dans la rue comme au Burkina. Ils se font massacrer. Donc, s'il n'y a pas d'autre solution, eux aussi vont apporter leur contribution pour essayer de... Ce n'est pas la meilleure solution. Ce n'est pas la meilleure solution. C'est pas la meilleure solution. Le peuple doit passer là pour dégager c'est le désespoir. La seule chose que je vous dis, c'est que les gens ont pris l'habitude de vilipender ces gens qui ont décidé de prendre les armes. C'est d'histoire pourquoi ils ont pris les armes, mais tout de suite on les condamne parce qu'ils ont pris les armes. À un moment donné, essayez de comprendre les gens qui ont pris. Parce que justement, les Burkinabés, c'est pas les Tchadiens, les Tunisiens, c'est pas les Tchadiens. Donc du coup, nous, on a notre passé d'un pays qui a pris la guerre. Donc quelqu'un qui a pris le pouvoir par la guerre et qui s'impose par la guerre, eh bien, à un moment donné, si toutes les solutions ne marchent pas, ne condamnez pas ceux qui ont choisi. Nous ne sommes pas en train de faire la promotion du recours aux armes, évidemment. Mais il faut aussi parfois entendre la violence peut engendrer la violence par désespoir. De ceux qui vivent à ce désespoir-là, bien sûr. Il est temps de conclure rapidement. Quel est l'avenir de ces régimes, ces régimes qui vont à contre-courant de l'histoire? Ces régimes doivent disparaître, d'autant plus que ce n'est plus seulement dans leur pays qu'il y a l'impact. L'impact est sous-régional. Donc il faut désormais que les organisations sous-régionales et que même la communauté internationale s'intéresse désormais au processus démocratique de ce peuple. Parce que l'immigration, la pauvreté, tout ce que la France et l'Union européenne pensent aujourd'hui apporter à l'Afrique pour lutter contre ça, ce n'est pas là la solution. La solution, c'est d'instaurer le développement dans ces pays. Et il ne peut pas y avoir de régime dictatorial pour que nous ayons un développement harmonieux. Donc cela n'est plus seulement dans les seuls pays, ça impacte l'environnement local, un environnement national et international. Donc nous avons espoir que ça va s'arrêter. Le monde n'est plus à ce stade. Il faut projeter aujourd'hui l'avenir, et l'avenir n'est plus dans la main des dictateurs. C'est vrai que quand on se sent libre chez soi, on n'a pas envie de partir. Oui, on n'a pas envie de partir. Donc s'ils continuent d'encourager les dictatures chez eux, ils auront le monde chez eux et ils seront obligés d'aller déloger. Ça serait trop tard. C'est pour cette raison que nous disons que la solution, c'est dans cette mobilisation, dans ce que nous faisons aujourd'hui et dans le travail qu'il faut faire dans les réseaux sociaux partout. Et à la radio, les armes n'apporteront pas la solution parce que tous ceux qui sont arrivés par les armes ont fini par s'imposer. Je constate même Kagame, tous ceux qui sont arrivés par les armes. est parti. Donc, il a donné l'exemple. Le Ghana est la meilleure démocratie d'Afrique. Ceux qui sont venus par les armes, donc il ne faut pas globaliser. Ils sont restés dans un système dictatorial. Et nous avons vu la crise. Moi, je suis resté dans le mouvement jeune des Ivoiriens. Je suis de la tendance de ceux qui disaient à Blé Goudé, nous ne sommes pas pour la violence, il faut aller pacifique. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Kérim Kodougoumi, c'est la fin de l'émission. Philippe Païmana, merci d'être venu. Évidemment, le débat n'est pas épuisé, c'est une vaste question qui s'inscrit d'ailleurs dans le cours des choses, dans le mouvement de la vie en Afrique. Merci à toute l'équipe du Grand Débat. L'émission a été réalisée par Valentin Blanc. Merci encore. On se retrouve demain pour une nouvelle édition du Grand Débat. Et en attendant, n'oubliez pas, d'ici là, prenez grand soin de la beauté des choses. Essayez en tout cas. Africa. Retrouvez le Grand Débat 24h/24 en podcast sur le site www.africa1.com. Rubrique Le Grand Débat.